à la faculté d'économie de l'université de Zurich. Bienvenue. Merci beaucoup. C'est chouette. Tu es aussi auteur de La crise permanente, hein, qui est ce livre coup de poing un peu critique aussi. Hein. On peut dire que tu es un peu une voix discordante aussi au sein des économistes. Oui, je suis en minorité, on va dire. Effectivement, c'est aussi pour ça qu'on voulait avoir un peu ta présence ici pour décortiquer certains sujets. Et puis commencer directement avec quelque chose qui nous occupe maintenant depuis plus d'une année, hein, c'est cette crise du Covid, hein, la crise permanente. La crise du Covid, c'est aussi d'une certaine manière une crise. Alors une crise, oui, mais pas forcément pour tout le monde. On voit que certains vivent bien la crise. On voit les plus grandes fortunes de ce monde, notamment Jeff Bezos ou les autres responsables high-tech de la Silicon Valley augmenter leur fortune. Je crois qu'Elon Musk, il a augmenté de 500% même. Il a passé à 125 milliards et autres. Enfin, c'est des chiffres qui ne veulent même plus rien dire pour le commun des mortels. Donc la crise, oui, mais apparemment pas pour tout le monde. Effectivement. Ouais. Effectivement, tu as fait allusion à Jeff Bezos. Donc on va considérer son cas. Le 20 juillet dernier, il a augmenté sa fortune en un seul jour, donc, de 13 milliards, j'ai pas dit millions, milliards de dollars. Ça ne s'est jamais vu dans l'histoire. C'est absurde. J'ai fait une petite comparaison. 13 milliards de dollars, ça correspond à peu près à 10 châteaux de Versailles. Ah ouais. 10 châteaux de Versailles. Et Louis XVI, donc à l'époque, il y a 3 siècles, était probablement l'homme le plus riche du monde. Et donc, son château de Versailles, donc encore une fois, les 13 milliards correspondent à 10 châteaux de Versailles, non pas en 50 ans, puisqu'il a fallu à peu près 50 ans pour le construire, mais en un seul jour. Donc le seigneur Bezos est pressé. Tout cela est absurde, parce qu'au même moment, on a à peu près 100 millions de personnes de par le monde qui, en 2020, 2021, vont basculer dans la pauvreté, voire la pauvreté extrême. Donc, il faut faire attention. Il faut faire vraiment attention. Ça a des conséquences économiques, sociales, financières, délicates. Mais peut-être, permets-moi de rajouter un point. Beaucoup d'économistes présentent la Covid comme finalement une pandémie tombée du ciel, en quelque sorte. Elle est là, on ne sait pas d'où elle vient. Mais non, justement, elle provient des dysfonctionnements de l'économie, précisément. Pourquoi ? Déforestation et perte de biodiversité. Donc, il faut traiter ça sérieusement. Sinon, ce qu'on va faire, c'est ce qu'on fait maintenant d'ailleurs, on essaye de traiter les conséquences avec le vaccin, etc., mais on ne traite pas les causes. Et les causes, qu'est-ce que c'est ? C'est stopper la déforestation, stopper la perte de biodiversité et réfléchir aussi de manière critique au libre-échange, à la globalisation de l'économie, puisque une pandémie se développe d'autant plus rapidement que la globalisation existe et est développée. Donc réfléchissons de manière critique à cette globalisation. Et comme on ne le fait pas, puis on ouvre la porte aux futures pandémies. Donc on va peut-être avoir un vaccin, un miracle, on va voir si ça fonctionne, dans quelle mesure ça fonctionne, espérons que ça fonctionne. Mais le prochain virus va venir quand ? L'année prochaine, dans 2 ans, et on va vivre tout le temps comme cela. Donc, essayons de soigner, de traiter les causes. Ouais. Mais c'est un peu toujours la même logique, un peu la médecine allopathique aussi. Tu dors pas, voilà un somnifère, quoi. Exactement. T'as mal à la tête, voilà une aspirine. Sans réellement, je caricature un peu, mais aller vraiment chercher les causes profondes de la problématique que toi tu essayes d'analyser. Je vais revenir sur ces riches, par exemple. 10 châteaux de Versailles, j'ai jamais fait cette analogie. Est-ce que c'est vraiment la fortune à disposition ? Parce que j'ai l'impression que ça augmente. Ils peuvent perdre des milliards tous les jours, en gagner des milliards tous les jours, mais ça change pas grand-chose. Ou est-ce que ça a vraiment une signification de valeur ? Oui, ça a une signification. C'est la première fois dans l'histoire, tout de même, que les richesses s'accumulent aussi fortement en si peu de temps, en si peu de mains. Alors, ça ne veut pas dire que lui a profité de ces 13 milliards pour revenir à Jeff Bezos. Parce qu'il aurait fallu qu'il vende les actions. Amazon, donc je ne suis pas en train de dire qu'il les a vendues. Il ne l'a probablement pas fait, je ne sais pas. Mais il aurait pu le faire. Donc cet individu aurait pu, entre 8h du matin et 16h de l'après-midi, accroître sa fortune de 13 milliards s'il l'avait souhaité. Le fait est que son portefeuille s'est accru de ce montant. C'est ça qui est absurde et c'est ça qui est dangereux. Ouais. Et ça aurait pu être, encore une fois, tout à fait praticable. Il aurait pu décider devant ses actions. Mais si on regarde, à l'époque, les grands héros, c'était éventuellement des grands boxeurs, des grands sportifs.
voir des chefs d'État, des gens d'importance. Et puis aujourd'hui, les héros, quand même, c'est un peu des Elon Musk, des Jeff Bezos, c'est un peu les modèles. En plus, ils sont tous américains, hein, la plupart de ces gens qui font des fortunes colossales. Mais ça reste quand même, t'as l'impression, un modèle dont les gens veulent s'inspirer. Ben oui, la richesse attire, mais notre société se fourvoie. Cessons de parler de prix, travaillons sur les valeurs. Et les valeurs ne sont pas toutes financières. Donc là, ça brille, donc ça attire. Mais il y a d'autres valeurs que cela, heureusement. Notre société présente, c'est ce qu'apprennent les étudiants en économie d'ailleurs, ils apprennent que le toujours plus est synonyme de toujours mieux. Donc M. Bezos a réussi parce qu'il a eu toujours plus. Sa fortune d'ailleurs approche de l'ordre de 200 milliards de dollars. Absurde. Voilà, toujours plus serait synonyme de toujours mieux. Mais c'est une boulimie, c'est une maladie. On a besoin, il faudrait travailler sur un autre concept, ce qui est suffisant, et non pas toujours plus, mais ce qui est suffisant pour bien vivre correctement. Est-ce qu'on a besoin en un seul jour de gagner 13 milliards ? Non, parce qu'en même temps, on prend cet argent à d'autres qui en ont besoin. Il y a beaucoup de gens qui souffrent actuellement. Donc il faut vivre de manière raisonnable, de manière correcte, mais certainement pas avec ces montants de richesse. Tu dis, il y a beaucoup de gens qui souffrent en ce moment. Donc la situation économique globale difficile pour un amateur comme moi de comprendre vraiment ce qui se passe. Il semblerait que les indices boursiers montent. On ne sait même pas vraiment à quoi ils sont raccordés. Mais en même temps, il y a des millions de gens qui perdent leur emploi partout. Il y en a qui n'arrivent plus à manger. Hein. Aux États-Unis, c'est vrai que c'est un petit peu l'image. On s'attendait à voir un pays riche. Enfin, on croit que c'est un pays riche, démocratique et autres. Puis là, on voit soudainement que les gens, même là-bas, ils n'ont plus à manger. Alors, il y a des kilomètres et des kilomètres d'embouteillage de gens qui vont au food bank, de dons de nourriture, parce qu'ils n'arrivent pas même à mettre les choses dans leur bouche. Alors même qu'on nous dit depuis des décennies que si on ne suit pas ce modèle, et puis qu'on va vers d'autres modèles, peut-être, eh bien, on finira comme ça. C'est un peu toujours la menace. Si vous faites autre chose que le capitalisme, ça va mal finir en boucherie, et puis vous allez devoir aller quémander pour avoir de la nourriture. Puis on voit que finalement, c'est ce qui se réalise un petit peu partout, même en Suisse. Moi qui suis, je fais partie d'une association de distribution alimentaire, eh bien la demande a plus que doublé cette dernière année. Donc il y a aussi en Suisse beaucoup de gens qui ont du mal à joindre les deux bouts à la fin du mois. Quelle est ton analyse sur la situation économique ? Est-ce qu'elle stagne ? Est-ce qu'elle s'améliore pour le vrai gens, hein, pas le riche dont on parlait tout à l'heure ? Pour la finance, ça va plutôt bien, effectivement. Mais la finance est déconnectée de l'économie. Donc les cours boursiers montent. C'est absurde alors que la population souffre. Pourquoi les cours boursiers montent-ils autant ? C'est lié aux politiques des banques centrales, de la Fed aux États-Unis, de la BCE en Europe, donc qui injectent des montants énormes chaque mois dans la finance, dans l'espoir de relancer l'économie. Et puis, cet argent stagne dans le secteur financier. Et au lieu d'assister à une inflation dans l'économie, on ne la voit pas, mais il y a une inflation des actifs financiers. C'est-à-dire les actions montent. Et l'immobilier aussi, entre en parenthèse. Mais les actions montent, voilà. Donc, ça profite à un petit pourcentage de la population. Mais le reste souffre. Et à un moment, quand l'écart entre la finance et l'économie est trop fort, il y a une phase aiguë de la crise. Et brutalement, les gens perdent encore plus leur emploi, etc. Mais c'est une crise permanente dans la mesure où il y a continuellement des dimensions différentes de cette crise qui apparaissent. Donc ça peut être la crise de 2008, c'est le Covid aujourd'hui, ça sera quelque chose d'autre demain. C'est une crise permanente. Et le système en tant que tel, donc le capitalisme sous sa forme actuelle, le néolibéralisme, est moribond. Dans le sens où tous les signaux sont au rouge. Donc les aspects sanitaires, la pollution, le réchauffement climatique, la dette, on pourra peut-être en parler tout à l'heure, l'instabilité financière. Donc il serait temps de changer de paradigme. Bien sûr qu'il y a d'autres solutions. Simplement, There is no alternative, disait Margaret. Mais c'est un cauchemar. Bien sûr, heureusement. Parce qu'on a un cerveau, on peut réfléchir. Il faut trouver d'autres alternatives. Elles sont là, elles sont à la porte. On sait qu'il faut utiliser bien plus d'énergie renouvelable. On sait que ces inégalités sociales sont absurdes. Donc il faut cesser avec tout cela. La politique des banques centrales accroît ces inégalités, etc. Donc on a des idées déjà, c'est relativement précises. Il faut mettre en œuvre tout cela maintenant. Tu disais, les banques centrales injectent. Ça veut dire quoi ?
créent de la monnaie. Oui, c'est-à-dire qu'elle fait comment exactement? Ça veut dire que pratiquement, elles achètent aux grandes banques des actifs, soit des obligations ou bien d'autres actifs financiers. Qu'est-ce qu'une obligation, par exemple? Excuse-moi, une obligation, c'est par ce biais qu'entre autres, les États s'endettent. Donc la Suisse émet des obligations, bien que le niveau de dette en Suisse soit plus faible qu'ailleurs. La France, l'Allemagne. Et puis, il faut trouver des acheteurs. Alors plus le pays inspire la confiance, plus le nombre d'acheteurs est élevé. Et le niveau de dette aujourd'hui est énorme. Il est à environ 360% du PIB mondial avec la Covid. Avant la Covid, il était de l'ordre de 300% du PIB mondial. Donc tu dis la dette cumulée de tous les États? De tous les États, pas seulement. Dette des États, dette des entreprises, dette des banques, dette des particuliers. Ah aussi, si on s'endette pour acheter un appartement. Tout ça correspond à peu près 360% du PIB mondial. C'est énorme. Ça voudrait dire qu'il faut 3 ans et demi pour... Non, bien plus que cela, parce qu'on rembourse les intérêts. Oui, enfin, si on faisait que ça. Si on faisait que cela. Mais bien sûr, on ne fait pas que cela, puisqu'il faut vivre. Donc, soyons réalistes. Cette dette ne pourra jamais être remboursée en totalité. Jamais. Donc, ça veut dire que des entreprises et certains pays vont continuer à faire défaut. Et les défauts vont s'accélérer. Je rappelle que, y compris l'Allemagne, dans l'histoire, le gouvernement allemand qui faisait la leçon au gouvernement grec, il y a quelques années, le gouvernement allemand, l'Allemagne a fait défaut 2 fois de suite. Une partie des dettes ont été annulées. En 1932, il y a le congrès de Lausanne qui a permis à l'Allemagne d'en finir avec une grande partie de ses dettes extérieures. Et 1953, après la Seconde Guerre mondiale, les accords de Londres ont permis aussi à l'Allemagne de diminuer drastiquement sa dette. Donc, on a trop de dettes, il y en a trop, il faut le constater. Et il faut pardonner une partie de la dette. Le problème de la dette, c'est l'intérêt que génère son remboursement, surtout? Alors, l'intérêt, tu fais bien d'en parler, l'intérêt aujourd'hui est négatif pour beaucoup d'obligations, donc de dettes des États. Ouais. Ça traduit un autre type de dysfonctionnement de l'économie. Pour résumer, le taux d'intérêt, c'est le prix de l'argent. C'est combien ça coûte, tu vois. Tu veux t'endetter pour acheter un appartement. La banque te donne par exemple 1 million. Et puis tu vas rembourser un certain taux. Ok, donc c'est ce que ça te coûte d'avoir accès à 1 million. Voilà. C'est l'intérêt, la différence. Donc ce que tu vas payer en plus du remboursement. Les grands États, aujourd'hui, donc c'est le cas de l'Allemagne, c'est le cas aussi de la France, c'est le cas de la Suisse, c'est le cas du Japon, c'est le cas pour certaines échéances en Italie aussi, s'endettent à des taux d'intérêt négatifs. Donc ça veut dire que si quelqu'un prête 100 par exemple, ou 100 millions, peu importe, cette personne va récupérer à la fin de 99. Au lieu de récupérer plus, elle récupère moins. Donc ça veut dire que le prix de l'argent devient négatif pour ces obligations-là, pour ces pays. Mais c'est absurde. Supposons que tu ailles, après notre entretien, dans une pizzeria, manger une bonne pizza, on t'apporte l'addition est négative. Donc tu vas manger une bonne pizza, puis on te donne 2 francs. Magnifique. J'espère que tu vas me prévenir. La fois prochaine, on ira ensemble. Et puis tu vas prévenir tes amis. Donc bien sûr, ça ne peut pas fonctionner longtemps, a priori. Sinon, la pizzeria va tomber en faillite. Donc ça fonctionne peut-être 1 jour ou 2 pour la promotion. Mais là, c'est le système entier qui est en faillite aujourd'hui. Et ce n'est pas seulement une faillite financière, d'ailleurs, c'est une faillite morale aussi, mais une faillite financière aussi, dans la mesure où ça fait longtemps que les taux sont négatifs. Et pourquoi? Parce que c'est une manière d'essayer de résoudre cette dette gigantesque. Il y en a tellement que si les taux étaient positifs, y compris pour les dettes de ces pays-là, ça rajouterait encore des problèmes. Alors, on baisse les taux, ils deviennent négatifs, mais c'est un cercle vicieux, puisque ça incite ces mêmes pays à s'endetter encore plus. Le taux est négatif, magnifique. On emprunte 100, on rembourse 99 dans 1 an. Alors continuons. Mais le jour où les taux vont remonter, mais ça va exploser encore plus. Parce que là, en plus, non seulement ils auront beaucoup de dettes, mais là, ils auront des taux positifs. Voilà, donc on est dans une impasse à tout niveau, y compris au niveau de la dette. Il faut en sortir rapidement. Ouais. Bien sûr. Ça semble logique comme ça à l'entendre, mais pourtant, dans les faits, il y a personne qui est en position de pouvoir, politique compris, qui aborde des réflexions de changement structurel au niveau de l'économie. Au contraire, on a l'impression que tout vise à renforcer la logique. À ton avis, qu'est-ce qui ne passe pas ou pourquoi, du coup, il n'y a pas réellement de réflexion sérieuse par rapport au changement nécessaire? Ça illustre la puissance des groupes de pression et des lobbies.
en particulier du monde financier. Le monde financier dont je fais allusion aux grandes banques, à BlackRock, aux fonds spéculatifs. Donc voilà, ces grandes institutions ont des lobbies très puissants et arrivent à imposer une certaine logique à la société. Mais ça va à l'encontre de la démocratie, puisque ces groupes de pression ne représentent que pour beaucoup moins de 1% de la population. Mm-hmm. Donc c'est pour ça qu'il faut réfléchir en termes de démocratie. La démocratie est bloquée aujourd'hui. Heureusement, en Suisse, on a une démocratie directe, on peut lancer des initiatives, on va en parler. Mm-hmm. Il faut la relancer, cette démocratie, sérieusement, parce qu'aujourd'hui, on peut voter à gauche ou à droite, je dis au niveau international. Au niveau financier, c'est la même politique, plus ou moins, qui s'applique. C'est comme si, je reviens à mon exemple du restaurant, on va au restaurant, tu prends la carte et puis tu vois qu'il y a un seul plat. Je dis, comment j'aimerais avoir le choix. On dit, non, mais vous pouvez choisir les condiments, un peu de sel, un peu de poivre, un peu de piment. Non, moi, je veux plusieurs plats, j'en veux pas qu'un seul. Au niveau politique, en finance, on n'a accès qu'à un seul plat. Et c'est ça qui est scandaleux. Y compris, toi qui es enseignant, y compris dans les universités, on apprend un modèle, comment on intègre cette problématique chez la jeunesse? Parce que souvent on peut se poser cette question. Ok, il semblerait que les dés sont jetés actuellement avec la génération actuelle, elle ne veut pas bouger, elle défend ses privilèges. Il y a des structures, comme tu l'as dit, de lobby ou d'intérêts très puissants qui mènent le bal. Mmh. Mais c'est vrai que quand on réfléchit alors aux changements possibles, ces acteurs qui sont actuellement en place, on ne voit pas tellement comment ils vont changer. Mmh. Donc, on se dit, soyons patients, ce qu'on n'a pas du temps. Attendant les prochaines générations qui peut-être arriveront avec une volonté autre, des idées nouvelles, etc., etc. Alors toi, tu es dans l'enseignement, donc tu es au contact de cette population, tu connais aussi les programmes. Est-ce qu'il y a une volonté d'ouverture? Parce que moi, j'ai l'impression que les universités, souvent, elles sont aussi financées par ces mêmes groupes-là, et que du coup, c'est pas si simple de bouger les lignes. Il existe des volontés ponctuelles de professeurs ou de recteurs, d'ailleurs, mais ça reste ponctuel. Il faudra vraiment une lame de fond. Il faudra vraiment que le corps professoral en économie, en finance, se dise, voilà, on va tout mettre sur la table, on va tirer les leçons de la crise de 2008. On va tirer, parce que ça n'a pas vraiment été fait. C'était quoi les leçons de la crise de 2008, par exemple? C'est voir, c'est cette finance casino qui s'est mise en place. J'en ai un exemple concret aussi. Vas-y. Les banques aux États-Unis ont cherché à octroyer des prêts à des individus qui n'avaient rien. Ils les appelaient ninja en anglais. So, no income, no job, no asset. Donc je résume, en français, ça veut dire vous n'avez rien, vous êtes au chômage, vous n'avez pas de biens financiers, pas de fortune, personne n'a rien. Vous êtes le bienvenu, on va vous octroyer un prêt. Pour acheter une maison. Voilà. Alors on se dit, mais bon, souvent ici, si on obtient un prêt, la première question c'est qu'est-ce que vous faites? Ouais, quels sont vos revenus mensuels? Donc là, vous n'avez rien, vous êtes le bienvenu. Quelle était l'idée? La banque aux États-Unis, après ça, allait titriser cette créance. C'est-à-dire, elle n'allait pas la garder, elle allait la revendre la patate chaude à un autre pays. Puis à un moment ou à un autre, ça explose, bien sûr. Et puis, quel était l'intérêt de celui qui obtenait le prêt? C'est de se dire, j'achète pour 100 et puis dans 6 mois, je revendrai pour 110. Puis j'aurais gagné la différence, même si j'ai rien tout de suite, j'aurais gagné 10. Voilà. Donc, voilà. Mais il n'y a pas besoin d'un docteur en économie pour comprendre que ça va exploser un jour. Ça ne peut pas durer longtemps. Et ça a explosé. En 2007, 2008, il y a eu la faillite de Lehman Brothers et je rappelle qu'il y a eu tout de même 30 millions de chômeurs de plus au niveau mondial. Donc ça a explosé. Donc il faut tirer les leçons de cette finance casino et dire stop, maintenant on doit fonctionner différemment. C'est-à-dire pas prendre de risques ou faire D'abord, première chose au niveau des risques, comme il y a les grandes banques, je parle des grandes banques, une trentaine au niveau mondial sur un total de 30 000, ces grandes banques ne prennent pas vraiment de risques parce qu'elles sont systémiques, elles sont too big to fail. Donc elles sont incitées à prendre des risques à nos dépens, aux dépens des contribuables. C'est-à-dire, si tout va bien, elles gagnent, elles privatisent donc les profits, les bénéfices. Et si ça tourne mal, elles socialisent les pertes. C'est-à-dire que nous, contribuables, nous allons le payer. Donc, elles prennent des risques à nos dépens. Donc ça ne va pas. Elles se drapent, ces grandes banques, dans les habits du libéralisme, mais ne respectent pas le principe premier du libéralisme, en l'occurrence que ceux qui prennent des risques les assument. Donc, voilà, donc c'est ce qui s'est passé, pour résumer vraiment très rapidement, en 2008. Donc, il faut tirer les leçons. Et puis réfléchir aux politiques des banques centrales, et puis dire maintenant il faut fonctionner différemment. Mais il faut introduire de nouveaux concepts. Or, on ne le fait pas suffisamment. C'est-à-dire que l'économie se présente maintenant et la finance comme des sciences dures. Ça leur permet d'excommunier tous ceux qui pensent différemment. Mais l'économie est avant tout une science sociale
Donc il n'y a aucune loi fondamentale en économie. Si je prends un stylo, là, je le laisse tomber, il va tomber, qu'on soit à Morges, à Pékin, à New York, ou à Philadelphie, ou à Paris. Bon, ça, sur la Lune, il va moins tomber moins vite. Sur la Terre. Ça, c'est une loi fondamentale de la physique. Il n'existe aucune loi fondamentale en économie, aucune. Tout dépend des hypothèses, du contexte social ou du contexte économique, etc., etc. Donc, prétendre qu'il existe des lois fondamentales permet de dire à ceux qui voient les choses différemment, vous ne respectez pas ces lois fondamentales, on vous excommunie. Donc voilà, c'est très pratique. Donc, c'est comme ça que ça continue à fonctionner. C'est-à-dire que c'est un peu comme en maths, j'ai le plus grand respect pour les maths. On va vulgariser, mais simplement, en deux mots, en maths, les mathématiciens prouvent des théorèmes. Et voilà, si les hypothèses A sont vérifiées, alors on peut prouver B. Alors maintenant, dans beaucoup de revues en économie, c'est présenté comme ça. Alors si on a ces hypothèses-là, on va en déduire ceci. Mais si les hypothèses sont irréalistes, on peut prouver n'importe quoi. Or, le fait est que souvent, les hypothèses ne sont pas correctes aujourd'hui, parce qu'on n'a pas tiré les leçons de ce qui s'est passé en 2008 et après. Donc sur la base d'hypothèses absurdes, on peut prouver n'importe quoi, effectivement. Qu'est-ce qui fait que toi, tu es un économiste qui justement sort un petit peu de la pensée dominante ou du dogme comme ça? Est-ce que tu es critiqué pour ça? Est-ce que tu sens des pressions aussi oui, certainement. Ça ne plaît pas à un certain nombre de collègues. Bon, j'ai de bons rapports avec certains d'entre eux, ça dépend. Avec d'autres, moins. Mais oui, ça déplaît. Certains collègues, je veux dire au niveau international, mais en Suisse aussi, perçoivent des rémunérations supplémentaires de la part de grandes banques, des shares rémunérés par les grandes banques en partie. Donc bien sûr, alors critiquer une grande banque alors qu'on reçoit un complément de salaire de cette même banque, ça devient délicat. Voilà, mais tout de même, c'est le travail, puisque avant tout, tout de même, les professeurs sont rémunérés par les contribuables. Leur travail, tout de même, et leur responsabilité, tout de même d'examiner la solution, d'essayer de comprendre les problèmes et de réfléchir à des solutions. Et si on ne le fait pas, c'est scandaleux, tout simplement. Moi, j'estime que c'est ma responsabilité, je le fais avec plaisir. Le dialogue est ouvert avec les autres, justement, qui ne pensent pas comme toi. Vous arrivez à je sais pas, partager, débattre Avec certains, il n'y a absolument aucun dialogue, de toute manière. Ah ouais? Avec d'autres, il y en a. Mais j'ai beaucoup de contacts avec des collègues à l'extérieur aussi du domaine en question. C'est l'avantage de travailler dans une université. Donc là, on a créé un centre de finances durables dont je m'occupe à l'université de Zurich au 1er janvier dernier. Joseph Stiglitz nous aide aussi, donc c'est vraiment bien. Et là, c'est un centre interdisciplinaire. Donc, en l'occurrence, je travaille avec des collègues géographes, il y a des juristes, il y a des médecins, des gens qui étudient spécialisés à la biologie, des économistes, des financiers aussi. Mais parce que les problèmes importants aujourd'hui doivent être étudiés sous différentes facettes, contiennent plusieurs dimensions sociales, naturelles, etc. Donc, par exemple, je reviens à la pandémie de Covid, voilà, je disais, voilà, il faut réfléchir aux causes. Si on réfléchit aux causes, ça nous amène à travailler avec des gens qui sont dans le domaine de la biologie, dans le domaine de la géographie, pour réfléchir aux impacts des pertes de biodiversité, aux impacts de la déforestation sur la société, sur l'économie, etc., etc. Et puis aussi, dans la discussion aussi, par rapport aux thèmes qui sont tabous en économie, bon, bien sûr, il y a le libre-échange. Alors là, c'est un tabou de critiquer le libre-échange. Mais le libre-échange permet à une pandémie de se diffuser plus facilement et plus rapidement. Et puis, secondo, aujourd'hui, l'Europe est en discussion avec les pays du Mercosur pour un éventuel accord de libre-échange. Mais je suis contre. Ça serait scandaleux, puisque ça serait donner un blanc-seing au Bolsonaro et consorts pour continuer à détruire l'Amazonie encore plus vite, pour vendre des produits en Europe. Donc, bien sûr qu'il faut être contre ces accords de libre-échange. L'Amazonie est utile au monde entier. Donc détruire des arbres et pousser l'agriculture en Amazonie est un crime. Donc il faut stopper cela. Comment le stopper? On a en Europe ce pouvoir de dire non, pas d'accord de libre-échange avec le Mercosur, avec ce type de gouvernement. Pourquoi ne le fait-on pas? Même logique toujours. Ouvrir les marchés, l'économie. Voilà, d'abord. c'est toujours cette idée de croissance. Bon, mais là, ces accords sont en stand-by, comme on dit, on va voir, j'espère qu'ils seront bloqués. Mais cette logique est toujours la même, c'est-à-dire développer les échanges dans l'objectif de croître. Voilà, croissance
est la solution magique présentée au niveau international par la plupart des gouvernements. Alors, est-ce que c'est le cas? Est-ce que ça sera la solution? Non, bien sûr que non. La société est atteinte d'une sorte de cancer. Donc, il faut trouver un remède. Il faut trouver des remèdes. Donc, quelqu'un qui sera atteint d'un cancer et qui irait chez son docteur, et son docteur lui dit, bon, mettez-vous debout, je vais vous mesurer, je vais voir si vous avez grandi par rapport à la fois dernière. Je vais dire, mais c'est pas la question de grandir. Je veux trouver une thérapie par rapport au cancer. Voilà, donc là, il faut qu'on trouve des thérapies. On les connaît. Parce qu'aujourd'hui, si on ne cherche pas les thérapies, mais si on se focalise sur l'objectif de croissance, ça va vouloir dire croissance des inégalités sociales, croissance de la pollution, augmentation du réchauffement climatique. Mais ça, on ne veut pas. Donc, essayons de réfléchir différemment. Qu'est-ce qu'on attend? Oui. Il y a peut-être cette problématique de complexité. Tu vois, moi, je ne suis pas issu de ce milieu économique. Alors, je ne sais pas si c'est la réalité. Tu as parlé quand même de complexité parce qu'il faut qu'il y ait une pluridisciplinarité. Mais pour les petits paquins ignorants comme moi, ça a l'air d'être une question qui a des ramifications tellement profondes sur tout, tellement complexes, que de dire, mais qu'est-ce que j'en sais? Moi, je dois écouter les spécialistes, ceux qui savent, les élites. C'est évidemment pas du tout ce que je fais en général. Mais peut-être il y a ce problème de faudrait vulgariser pour faire comprendre qu'en fait, c'est pas si compliqué. Non. Mais ça alterne entre le simple et le complexe quand même. Donc, mais cette complexité est superficielle, est artificielle, je veux dire, dans le sens où... En physique, par exemple, la physique est un domaine complexe, naturellement. En économie, en finance, le fait de complexifier permet au pouvoir de dire, voilà, c'est trop complexe pour vous, comme un des mortels, faites-nous confiance, on va gérer les choses. Mais non, il ne faut pas complexifier, il faut simplifier. Le rôle d'une banque est assez simple, en fait. Octroyer des crédits aux entreprises qui ont des projets viables et durables. Les produits financiers, pourquoi sont-ils aussi complexes ? Par exemple, un produit dérivé, je suppose. Un produit dérivé, voilà. C'est un produit qui permet, je donne un exemple, à une entreprise suisse active à l'étranger, au niveau de l'importation et de l'exportation, de se couvrir contre le risque de change de l'euro par rapport au franc suisse. Donc, il y a des produits qui s'appellent des options, par exemple, qui permettent à leur acquéreur d'acheter des euros à une date donnée. Donc là, par exemple, fin mars, à un prix donné. Donc, l'entreprise en question se couvre contre les variations de l'euro puisqu'elle sera sûre à la date. C'est comme des assurances un peu. Voilà, une sorte d'assurance. Donc l'entreprise sera sûre de pouvoir acheter ou vendre, suivant les besoins, des euros à une date donnée. Bon, très bien. Donc là, de ce point de vue-là, c'est utile à l'économie. On a besoin de produits d'assurance. Mais selon les derniers chiffres de la SIX, du groupe SIX, la bourse suisse, c'est les produits dérivés en mai et aussi en septembre et en octobre 2020 correspondaient à 27 000 fois le PIB suisse. Je répète 27 000, je n'ai pas dit 27 fois, j'ai dit 27 000 fois le PIB suisse. C'est absurde. Les produits dérivés sur action pour la Suisse, je ne dis pas au niveau du monde, pour la Suisse. Donc il est évident que notre économie n'a pas besoin de produits qui correspondent de produits de couverture qui correspondent à 27 000 fois le PIB. J'en ai un exemple, moi je perçois un salaire, mes produits de couverture, moi je n'ai pas de voiture, mais si j'en avais une, peut-être assurance auto, santé, etc., peut-être ça représenterait 5-10% de mon salaire, mais pas 27 000 fois plus. Tout ça est absurde, donc c'est une sorte de finance casino, parce que le niveau de dette est tellement élevé, je disais donc 360% du PIB. Ça, c'est mondial. Oui, c'est au niveau mondial. En Suisse, on est à quoi? Oh non, en Suisse, on n'a pas accès à toutes les données. C'est pas toujours facile d'avoir les 4 composantes. Donc, endettement des États, endettement de l'industrie, endettement du secteur financier, endettement des particuliers. En Suisse, ce qu'il faut savoir, c'est que les particuliers sont assez endettés tout de même, parce qu'ils achètent des maisons, etc. Mais c'est inférieur à ces 360%. Donc, l'endettement global est tellement élevé qu'il y a des paris qui se mettent en place. C'est pour ça qu'on a autant de produits dérivés, justement. Parce qu'ils parient sur les entreprises qui vont tomber en faillite, qui vont faire défaut, et inversement sur celles qui vont monter à la bourse. Et ces paris deviennent gigantesques. Donc c'est une sorte de finance casino qui se développe, qui génère des risques systémiques. Pendant la Covid, justement, au même moment où des infirmières, des docteurs allaient jusqu'à sacrifier leur vie pour soigner des patients, c'était en avril ou en mai, on avait des fonds spéculatifs qui pariaient sur les faillites de telle ou telle entreprise dans l'espoir d'amasser des fonds énormes.
c'est moralement scandaleux et c'est absurde sous l'angle économique. Ouais. La prochaine crise, tu la sens on est en plein zone crise actuellement, mais qui prend toujours différentes formes. C'est comme un cancer généralisé qui se développe d'une manière ou d'une autre. Là, ce à quoi on a affaire, c'est une forme de crise aussi relativement aiguë. Elle pourrait être plus aiguë demain, à l'avenir, si ça se prolonge. Bon, on a tout de même de plus en plus de gens qui vont être en sous-emploi ou au chômage. Donc ça, c'est dangereux. Si on tisse des parallèles avec ce qui s'est passé dans les années 30, lorsque les nazis ont pris le pouvoir en Allemagne, quelle était la situation? Beaucoup de dettes, on en a beaucoup aujourd'hui, et beaucoup de pauvreté, et ça monte. Et ça, c'est propice à quoi, justement? À des démagogues, voire à des dictateurs. On a des démagogues aujourd'hui, Trump, Bolsonaro et d'autres. On en a ailleurs dans d'autres pays. Et on a des gens qui les suivent et qui les croient. Et ça, c'est vraiment dangereux pour la démocratie. Et qui sont violents aussi. C'est dangereux. Donc, la situation actuelle peut déboucher sur le pire comme sur le meilleur. On a les éléments, on sait dans quelle direction il faudrait aller, mais si on ne le fait pas, on risque d'avoir demain des gens... bon, je ne dis pas encore en Suisse la situation est meilleure. On a vu ce qui s'est passé au Capitole aux États-Unis il y a une dizaine de jours. Donc des gens armés qui arrivent, qui sont fanatisés et qui peuvent être violents. Puis si on prend vraiment sous l'angle, effectivement, c'est une crise généralisée, du coup, on entend bien, mais si on prend purement l'angle économique, là, on a quand même mis nos économies un peu à l'arrêt, notamment avec les confinements, les commerces qui ferment, les gens qui... Alors en Suisse, il y a des rachetés, c'est-à-dire des solutions chômage partiel, par exemple, mais ce n'est pas du tout le cas dans tous les pays. Au niveau de l'économie mondiale, est-ce que le ralentissement réel de l'économie te semble être aussi quelque chose qui aura des conséquences sur le court moyen terme dangereuses en termes de peut-être d'effondrement même de l'économie? Alors où est-ce que c'est un mirage, ça? Non, c'est qu'on ne sait pas. Comme on traite comme on essaye de traiter les conséquences plutôt que les causes. Bon, on est dans le brouillard, donc on ne sait pas quand la troisième, la quatrième vague vont venir. On ne sait pas s'il y aura une autre pandémie dans un an ou pas du tout. Donc oui, les conséquences se font sentir, encore une fois, en termes de chômage, en termes de sous-emploi, parce que je fais allusion au sous-emploi, ce sont des gens qui travaillent, mais pas suffisamment, peut-être quelques heures par semaine. Donc c'est le phénomène aussi des gilets jaunes en France, des gens qui travaillaient. En Allemagne aussi. Il y a beaucoup de gens qui travaillaient parmi les gilets jaunes, mais qui n'avaient pas assez à la fin du mois. Donc c'est une paupérisation de la population, un appauvrissement. Donc là, les conséquences sont claires. Et en même temps, on a des Jeff Bezos et compagnie qui nagent dans les milliards. Donc il faut trouver des solutions rapidement. Et le ruissellement vers le bas des fortunes ne fonctionne pas. Ça, c'est une plaisanterie de mauvais goût d'ailleurs, puisqu'il n'obéit pas aux lois de la pesanteur. Au lieu d'aller vers le bas, elles vont vers le haut. Elles s'accumulent vers le haut. Maintenant, on aurait besoin qu'elles aillent vers le bas. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Alors, trouvons des solutions, implémentons des solutions pour le bénéfice du bien commun. Alors, une des solutions dont tu es assez porte-parole, et qui a d'ailleurs eu de l'écho chez nos voisins français, notamment les gilets jaunes, c'est cette idée de microtaxe. Est-ce que tu peux en dire un petit peu plus, quelques mots? Évidemment, je sais qu'en Suisse, il y a une initiative qui est en cours, nous faire un update un petit peu là-dessus, qui changerait assez fondamentalement aussi le ruissellement dont tu parlais tout à l'heure. Bon, d'abord, une constatation. Les transactions électroniques sont énormes. Elles représentent à peu près 150 fois le PIB. C'est surprenant, mais c'est comme cela. Et c'est le cas depuis 20-30 ans. 150 fois le PIB en moyenne au niveau mondial, on va dire. D'accord. Donc une transaction électronique, c'est lorsqu'on paye avec une carte, ça passe par... Paye avec une carte, avec le téléphone portable, avec l'ordinateur. Donc tu vas au restaurant, tu payes avec ta carte. Tu payes une facture avec ton téléphone portable ou ton ordinateur. Tu vas au bancomat pour retirer de l'argent. Ou tu achètes des actions, des obligations. Bon, on peut tout imaginer, tout ce qui est électronique. Ok, lorsqu'il y a tu sais, il y a beaucoup de la bourse et tout ça, je ne sais pas comment ça fonctionne. Mais... Transactions financières, la bourse. Ça compte, c'est dedans aussi. Parce que c'est électronique. Maintenant, les montants sont tellement énormes qu'ils ne s'opèrent plus avec des valises. Donc, ça se fait de manière électronique. Donc, dès qu'il y a un mouvement d'un compte à un autre... Dès qu'il y a un débit, un crédit... Voilà, paf, ça c'est un mouvement... ça c'est électronique. D'accord. Donc, c'est une transaction électronique. Une taxe sur cette transaction. Voilà. Dans les médias, on parle beaucoup de la digitalisation de l'économie. Il est absurde, à l'heure de la digitalisation de l'économie, de taxer le travail ou la consommation. Justement, il faut trouver des solutions
face à la pauvreté qui augmente, il faut soulager les classes pauvres et moyennes. Comment ? Justement, abolissons la TVA. C'est absurde. C'est un poids énorme, y compris pour les PME, aussi au niveau de la bureaucratie. Abolissons cette TVA, tout d'abord, et remplaçons-la par, justement, une microtaxe de l'ordre de 0,1% sur toutes les transactions électroniques. Il faut savoir que le secteur financier ne paye même pas la TVA. Donc c'est un secteur qui explique qu'il génère une valeur ajoutée pour l'économie, mais qui ne paye pas la taxe sur la valeur ajoutée. Il n'y a aucune taxe, il n'y a aucune TVA là. Donc là, on ne parle pas de 5 ou 7%, on parle de 0,1%. Ce serait l'ordre de grandeur. 0,1% appliqué à 150 fois le PIB, ça générait environ 100 milliards de francs par an, mais c'est énorme. Qu'est-ce qu'on fait avec 100 milliards de francs par an ? Déjà, on abolit la TVA. Ça, c'est la priorité des priorités. On pourrait abolir l'impôt direct fédéral. On pourrait générer la financer la transition énergétique. On a besoin aussi. On pourrait aider tous ceux qui en ont besoin, genre les travailleurs indépendants en Suisse, parce qu'ils sont nombreux, y compris surtout dans le domaine de la restauration, de l'hôtellerie, dans le domaine artistique, les thérapeutes, beaucoup de gens qu'il faut aider. On pourrait les aider sans augmenter le niveau de dette. Qu'est-ce qu'on attend ? Donc voilà, ça c'est l'idée. Et une autre dimension aussi, c'est d'essayer d'introduire des grains de sable dans les rouages de la finance casino. Parce que pour toi et moi, si on paye 0,1% sur nos transactions, à la place de la TVA ou l'impôt fédéral direct, on va y gagner largement. Mais pour tous ceux qui jouent à la finance casino, qui achètent et vendent des actions à la milli ou à la microseconde, ça risque d'être plus cher. Voilà, mais donc on a pris l'exemple d'une famille qui percevrait 100 000 francs par an. Le père et la mère travaillent, 2 enfants. Cette famille va économiser environ 4 000, 4 500 francs par an, sans la TVA, sans l'impôt fédéral direct et avec la microtaxe, pour donner une idée. Donc voilà, on a lancé l'initiative. Ça a été bloqué parce qu'on a eu qu'avec la Covid, donc on n'a pas pu faire la campagne pendant 3 mois. Ça a redémarré. On en est à peu près à 35 000 signatures qu'on a récoltées. Il faut qu'on arrive à 100 000 en novembre prochain. Donc il y a eu un délai supplémentaire ? Oui, ça a été décalé de 3 mois. Le problème, c'est que malgré tout, là, on est vraiment handicapé là, actuellement, parce que c'est difficile d'aller dans la rue et discuter. Oui, c'est sûr. Donc, pour toutes celles et ceux qui sont intéressés, elles peuvent... ces personnes peuvent aller sur notre site, Microtax, donc microtax sans E, comme en anglais, microtax, sans E.ch. Et là, il y a plusieurs... on peut choisir la langue, en l'occurrence le français, si on le souhaite. Et pour celles et ceux qui veulent signer, c'est simple, il suffit de télécharger et de nous renvoyer le document. On mettra le lien. Sur quelle base tu dis que 0,1% ça ferait 100 milliards ? Comment on sait ça ? Oui, l'idée, on a des ordres de grandeur. Donc, les flux seraient en Suisse de l'ordre de 100 000 milliards de francs par an. 100 000 milliards de francs. 150 fois le PIB, ça fait à peu près 100 000 milliards de francs. Comment on sait ça qu'il y a 150 alors il y a des chiffres fournis par la Banque nationale. BNS. Voilà, c'est ça. Qui ont été adaptés au fil du temps. Je ne rentre pas dans les détails, mais à partir de 2013, la Banque nationale a fait disparaître les transactions entre elles-mêmes et les banques. Ce sont des transactions électroniques, vu l'ampleur des montants. Donc, pourquoi ils ont fait disparaître ça Il faut leur demander. Ils ne les considéraient pas vraiment comme des transactions à considérer véritablement, à voir. Donc, avant qu'ils ne changent ce mode de calcul, le montant était très élevé. Là, il est passé à 30. Il était presque à 90 à l'époque. 90 milliards. 90 000 milliards. Donc là, 30. Là, actuellement, maintenant, il est à 40 environ. Plus tout ce qu'on ne sait pas, c'est-à-dire les transactions intrabancaires, on ne les connaît pas. C'est ça. Les virements excédentaires, les paiements intrabancaires. Oui, intrabancaires, donc à l'intérieur de la même banque UBS, par exemple, on n'a pas accès aux données. Donc ceux-là même qui vont nous dire, vous avancez des chiffres, mais vous ne les connaissez pas, sont ceux qui refusent de nous donner ces chiffres. Il faut que l'UBS nous dise, voilà, le volume des transactions intrabancaires. Donc ce sont des ordres de grandeur. Ça peut être plus, ça peut être moins. Donc nous, on a prévu justement dans le texte de l'initiative de commencer avec 0,05 pour 1000 la première année. C'est-à-dire, tu payes 1000 francs, microtaxe 5 centimes, donc presque rien, invisible. Invisible, si ce n'est que ça va nous permettre d'en savoir plus sur le trafic des paiements en Suisse. Savoir si c'est 150 fois le PIB, 200 fois, 130 fois, 300 fois. Puisque tout sera noté. Et tout sera microtaxé à 0,05 pour 1000 la première année.
Donc, supposons que la première année, 0,05 pour 1000 rapporte 5 milliards, par exemple. Ah, ça sera un élément. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ces 5 milliards l'année suivante? On baisse la TVA d'autant. La TVA rapporte à peu près 23 milliards aujourd'hui. Alors, on dit, voilà, la première année, on a 5 milliards. On l'affecte à l'année suivante. Donc, là, on a besoin pour la TVA que de 18, non pas de 23. Donc, on baisse le taux de TVA. Et on passe de 0,05 à 0,5, 50 centimes pour 1000. Dans l'espoir de générer 50 milliards. Peut-être qu'on va en générer que 30. Donc, on va étape par étape, sans prendre de risque, en éliminant en priorité la TVA. Et puis, encore une fois, on peut très bien, facilement, aider financièrement tous les indépendants et rapidement. Il y a une grande demande en Suisse. La TVA, pour les environnementalistes, des fois, ça peut avoir une valeur, justement, taxée, tu vois, par exemple, des produits notes de non-nécessité, je sais pas, des produits de luxe, et la TVA pour éviter, justement, que... Tu vois un sens à ça, ou toi tu dis non, la TVA c'est quelque chose qui fait pas de sens du tout. Bon, faut complètement la dissoudre. Parce qu'il y a quand même des trucs utiles dont tout le monde a besoin. Je serais assez d'accord avec la capacité d'accès à ça pour tous. Mais il y a des choses qu'on vend qui sont complètement non, mais on a eu cette discussion à un moment donné. Et moi je pense aussi que c'est une bonne idée effectivement de différencier les produits de luxe. Maintenant, pour des raisons de simplicité, c'est plus simple de dire c'est ça, ça disparaît. C'est complexe de dire qu'est-ce qui est voilà, mais maintenant important, on pourrait définir des produits vraiment de luxe et dire voilà, c'est une nouvelle taxe, pas la TVA d'ailleurs, mais c'est une taxe pour ces produits de luxe. Nous ne prétendons pas que la microtaxe soit le remède miracle à tous nos problèmes. La faire disparaître, c'est une chose, introduire éventuellement... réfléchir à un impôt sur les produits vraiment luxe, à voir, ça c'est une autre discussion. C'est une autre, ce qui compte avec la TVA, ce qui est important de comprendre, c'est que ce sont les classes défavorisées qui en pâtissent. Ouais. Parce que proportionnellement, elles payent bien plus de TVA que quelqu'un de très riche. Il faut aussi comprendre que ce 0,1% n'est pas une flat tax que tout le monde paye de la même manière. Les gens très riches effectuent bien plus de transactions que le commun des mortels. Je te donne un exemple. Une action aux États-Unis, après la Seconde Guerre mondiale, était détenue à peu près 5 ans dans un portefeuille d'un investisseur aux États-Unis. Maintenant, c'est l'ordre de quelques minutes. Donc, tu as compris. C'est-à-dire, ça bouge tout le temps. Ouais. Et donc, à chaque fois que ça bouge, il y a une microtaxe qui est prise. Donc, c'est ça, les gens. Donc, ce n'est... c'est pour ça qu'ils disent faire travailler l'argent. Non, mais ils ne travaillent pas, en fait. Ils ne travaillent pas. En fait, ils ne travaillent pas. C'est nous qui travaillons. Ouais, c'est une sorte de... Quand on va au casino... Les riches disent ça. Oui, bien sûr, c'est une manière de le présenter. Mais quand on va au casino, on ne fait pas travailler l'argent. On joue avec l'argent. Donc là, ils jouent avec l'argent. Ce sont des paris, ce sont des mises. Mais l'argent ne travaille pas, là. Donc c'est encore pire. Ouais. À terme, cette microtaxe, elle pourrait se substituer à l'impôt en général? Non, en fait, ce n'est pas objectif. Tout de même, ne devrait pas... se substituer à tous les impôts. On ne veut pas, par exemple, faire disparaître les impôts sur l'alcool ou sur le tabac. On ne va pas donner des incitations à fumer plus ou à boire plus d'alcool. Donc, il faut faire un peu attention et puis on veut se centrer sur le niveau fédéral. C'est plutôt des taxes sur l'impôt. Oui. C'est pas vraiment la déclaration d'impôt à la fin de l'année. C'est celle-là dont je parle. Mais nous, on a voulu se centrer vraiment sur ces 3 impôts. Après ça, rien n'empêche un canton en particulier d'aller plus loin et d'abolir d'autres taxes ou impôts. À voir. Mais ça pourrait être une solution pour beaucoup de personnes, en tout cas, les soulager. Parce qu'ils ne paieraient plus la TVA, et d'autre part, permettre de les financer. Et c'est simple à mettre en place. C'est quelques lignes de code. La TVA existe déjà. Donc, on la ferait disparaître, puis on dirait, voilà, chaque fois qu'il y a un achat, 0,1%. Alors, une précision, lorsqu'on va au bancomat, on retire du cash. Après ça, on fait ce qu'on veut avec le cash. Ouais. On n'est plus payé en liquide depuis longtemps. Donc, mais au moment où on retire le cash, il peut y avoir cette transaction-là. Oui, c'est ça. Alors, on va au bancomat, on va payer 0,1%. Donc, je retire 100 francs, je paye 10 centimes. Il est prévu dans le projet, d'ailleurs, d'initiative, que la banque sera rémunérée pour ce travail. Donc, je prends 100 francs, je retire 100 francs, 10 centimes d'impôt. Sur ces 10 centimes, peut-être que la banque va percevoir 1 centime. Donc, chaque fois, elle récupère l'argent. Et puis, ce que je fais avec mes 100 francs, je ne paye pas d'impôt dessus. Après, c'est terminé, une fois. Une fois que c'est cash, ouais. Voilà, après ça, l'argent peut circuler, Ouais, ça paraît simple comme ça, mais ça change énormément de choses par rapport à la redistribution, justement. C'est ça.
assez fondamentale. On avait déjà eu un peu ces discussions quand on parlait du revenu de base inconditionnel en Suisse, la campagne 2016 notamment. Le vote avait été fait, 23% de oui. C'est un peu des sujets comme ça qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, en tout cas les Suisses n'ont pas l'habitude d'entendre. Mais qui sont hautement pédagogiques aussi, puisque du coup ça fait discuter, réfléchir. Oui, c'est ça. Et la microtaxe avait déjà été abordée à ce niveau-là pour justement financer un revenu de base inconditionnel aussi. Exactement, c'était l'idée. Moi je trouvais que ça méritait réflexion, mais le financement, donc certains avaient proposé l'idée d'augmenter la TVA. Non, il ne faut pas l'augmenter, il faut la faire diminuer d'abord et la faire disparaître après. Donc un revenu de base serait, à mon avis, et devrait être financé, à mon avis, par une microtaxe. Ouais. Alors, on entend déjà, évidemment, les opposants qui vont dire « faites ça », et puis toutes les grandes banques et les grands instituts financiers, ils vont faire quoi ? Ils vont bouger et ils vont aller dans un pays... On peut répondre beaucoup de choses. D'abord, il s'agirait d'éviter 0,1%. Donc moi, je ne vais pas chez le coiffeur en France, parce que ça me revient 0,1% moins cher qu'en Suisse. Non, en particulier, clairement pas. Voilà. Donc, à part cela, il y a beaucoup d'avantages à avoir son siège à la Paradeplatz, à Zurich. Parce qu'il faut rappeler à l'UBS, la dernière fois qu'elle a quasiment été en faillite, elle a été renflouée par le contribuable suisse. Ça a beaucoup d'avantages d'être situé en Suisse. Si l'ES signifiait Singapour à la place de Suisse, il faudrait demander au contribuable à Singapour s'il veut renflouer l'UBS la fois prochaine. Donc, en même temps, c'est pas ce qu'on veut non plus. Hein. Comment ? À long terme, c'est pas ce qu'on veut non plus. Hein. Ces banques, elles ne devraient pas être enflouées, elles ne devraient pas être too big to fail. Tout à fait d'accord, ça c'est un autre débat. Mais ce que je veux dire, c'est que l'objectif maintenant des banques de taille moyenne haute, c'est d'être suffisamment importante pour devenir too big to fail et d'avoir des avantages. Oui, c'est ça. Donc de prendre des risques aux dépens du contribuable. Donc aller à l'étranger et abandonner tous ces avantages, moi je n'y crois pas un instant. Alors par contre, qu'il y ait certaines transactions qui soient effectuées à l'étranger, oui, peut-être. Mais ce qu'on a prévu donc dans le texte, c'est ce qui importe, c'est l'adresse fiscale. Donc tu peux faire une transaction à Paris, à Londres ou à Francfort, tu payes tes impôts en Suisse. Donc tu dois le déclarer. Comme aujourd'hui, d'ailleurs, on doit déclarer si on a un compte à l'étranger. Et si tu ne le fais pas, il y aura une amende. Et ça ne sera pas une micro-amende. Voilà, que les choses soient claires. Donc voilà, il faut comparer ce qui est comparable. Et puis, on sait tous faire des calculs. Parce qu'à un moment ou à un autre, ça apparaît. Chemin à suivre, en tout cas, ce n'est pas les idées qui manquent. Et en France, ils ont été très, très intéressés par ces idées-là. Tu as eu des contacts avec les Gilets jaunes aussi J'étais invité à l'époque à Grenoble. Ouais. C'est vraiment intéressant. Parce qu'ils recherchent des idées démocratiques aussi. Oui. Mais bon, c'est vrai qu'on a plus de marge de manœuvre en Suisse avec la démocratie directe, avec les initiatives populaires. En France, ils vont voter une fois tous les 5 ans. C'est un rituel de démocratie en France. C'est vrai, mais vraiment. Parce que dans les faits, oui, on peut en discuter, on peut faire avancer les idées, mais en même temps, on est toujours les derniers à appliquer des idées progressistes à proprement parler. Il y a eu cet exemple-là récemment des multinationales responsables, ou irresponsables surtout, où effectivement la majorité de la population était pour, mais on voit encore là que ces lobbies financiers, elles ont qu'à établir une bonne petite stratégie, cibler quelques comptants, et puis hop, on n'a pas la double majorité et on l'a dans l'os. Donc, ils sont organisés, ils font peur. Ouais. Et il faut qu'on en tienne compte, qu'on tire les leçons aussi pour notre propre campagne. Mais au moins, on peut lancer des débats, discuter et avoir l'espoir d'y arriver. Et si on est suffisamment actif, on peut y arriver. Et ça sera vraiment intéressant. Alors en France, ils ne peuvent pas vraiment y arriver de la même manière. Non. Comment tu les vois arriver par la force? Alors en France, la situation est assez bloquée, je dois dire. Ouais. On peut imaginer beaucoup de choses. Et la situation était très tendue à l'époque, donc il y a un an, avant la Covid, les manifestations de Gilets jaunes. Le pouvoir est bloqué, a eu peur. Et effectivement, l'état de la démocratie est déplorable. Démocratie, ce n'est pas seulement voter une fois tous les 5 ans pour élire un président, c'est traiter des problèmes importants qui concernent toute la population. Donc en France, par exemple, énergie nucléaire, oui ou non? Il n'y a jamais eu de débat pour savoir si c'était utile ou pas. Les forces françaises qui sont impliquées à l'étranger, dans le cadre de guerre, est-ce qu'il y a eu un débat? Aucun. Oui, etc. Donc les exemples, on peut les multiplier. Jamais eu de débat. Donc il y a des débats sur autre chose, oui, effectivement, mais peut-être sur des thèmes qui sont... Le mariage pour tous. Par exemple. Alors ça, c'est une manière de différencier la gauche de la droite. Mais sur les... Ou de cliver aussi. Ouais. Pardon? Ouais, une manière de cliver, de diviser. Voilà, c'est ça. Maintenant, sur d'autres aspects, encore une fois,
géostratégique, politique, aspect financier, mais pas question débat. Globale importante. Voilà, donc dans ce sens-là, où est la démocratie dans ce sens-là? Ici, on a tout de même un peu plus d'air pour amener des idées, les discuter de manière respectueuse et respectable. Il y a cette approche possible, ouais. La démocratie, justement, et le néolibéralisme, pour toi, c'est un paradoxe? C'est quelque chose qui n'est pas compatible? Bon, il faut voir que le libéralisme, à l'époque, était associé à la démocratie. Et ça, c'est vrai que le libéralisme a apporté beaucoup, mais je dis à l'époque quand, précisément? Les Trente Glorieuses et tout? Voilà, donc... Non, avant même, je veux dire la fin du 19e siècle, on va dire de 1870 jusqu'à 1914. Bon, il y a eu des problèmes, bien sûr, mais ça a été une période unique dans l'histoire où en termes scientifiques, en termes démocratiques, en termes de connaissances, en termes sanitaires aussi, il y a eu énormément de progrès. La population a énormément augmenté aussi. Ouais. Donc là, tout un fait, le libéralisme a apporté beaucoup et était associé à la démocratie, on l'avait en Europe. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé en 1914? Deux pays, a priori, libéraux, plus ou moins libéraux, l'Allemagne et la France, se sont affrontés. Guerre mondiale, généré des millions et des millions de morts. Et ça a été la fin du libéralisme tel qu'on le concevait. Alors après ça, les États ont essayé de reprendre la main après la première guerre mondiale. Donc la première guerre mondiale a été suivie de la grande crise, 1929, la crise de 1931 en Allemagne. Les États ont essayé de reprendre la main. Encore une fois, aux États-Unis, c'était le New Deal, Roosevelt, qui a apporté de bonnes idées, qui ont fonctionné sur le moment. Et puis en Europe, il y a eu des dictatures aussi. C'est une autre forme de reprise en main par les États. Allemagne, Italie, les dictatures que l'on connaît, nazis, les fascistes. Et puis, bon, on sait ce qui s'est passé en Russie aussi, c'était l'État qui avait les choses en main. Et puis, bon, tout cela a débouché à nouveau sur une guerre mondiale. Et comme tout est détruit en Europe après 1944-1945, bon, il fallait reconstruire. Donc, ça a permis au système de reprendre un second souffle parce que le New Deal de Roosevelt commençait à avoir de nombreux problèmes avant la guerre. Il est reparti à fond. Pourquoi? Parce qu'il fallait produire des armes pour détruire, entre autres, beaucoup de villes en Europe et s'attaquer aux nazis. Donc l'Europe était détruite, ça donnait un second souffle. Donc c'était les 30 Glorieuses auxquelles tu as fait allusion. Et après, cette politique qui cherchait, donc cette politique inspirée par Keynes, l'économiste Keynes, politique de dépenses publiques, qui limitait la hauteur du chômage, le niveau de chômage, etc., n'a plus fonctionné. On avait un chômage, on avait l'inflation, un chômage élevé, l'inflation, la crise du pétrole. Et là, beaucoup de responsables politiques, responsables parfois entre guillemets, donc, ont cherché d'autres solutions et ils ont mis en œuvre le néolibéralisme. Et ça a commencé avec Thatcher en Angleterre, Reagan aux États-Unis, et même un peu avant au Chili avec Pinochet, qui a mis en œuvre vraiment cette approche. Le Chili a été le laboratoire du néolibéralisme. Et puis, bon, c'est passé à la finance, avec la finance casino, et puis tout s'est effondré au plus tard en 2008 avec la crise. Donc le système est moribond. Et au lieu, comme après la Première Guerre mondiale, avec Keynes qui apportait des idées qui étaient réfléchies, discutées, au lieu de faire cela, aujourd'hui, le système est bloqué, continue à fonctionner avec une approche qui est tout simplement... Perfusion. Des banques centrales. Des blocs, perfusion, etc. Le système financier est sous perfusion, effectivement, des banques centrales. On continue à fonctionner comme ça, au lieu de changer de paradigme. Il faut, de manière urgente, changer de paradigme. La différence entre le libéralisme et le néolibéralisme, tu dirais, c'est la dérégulation c'est quoi? D'abord, historiquement, ce terme provient des libéraux eux-mêmes. Il y a eu en 1937 une conférence à Paris, organisée par les libéraux. Donc il y avait von Mises, il y avait Jean-Paul Aron. Puis ils ont réfléchi, par exemple, entre autres, à ce que pourrait apporter le néolibéralisme à l'époque par rapport aux dictatures en Allemagne, en Italie, ailleurs dans le monde, au Japon. Puis ils ont créé ce mot néolibéralisme, c'est-à-dire le libéralisme du XXe siècle, en quelque sorte, sur leurs idées. Simplement, c'est d'emblée un échec, parce que ça ne fonctionne pas. Et encore une fois, le néolibéralisme tel qu'il est mis en place aujourd'hui ne respecte pas le principe premier du libéralisme, en l'occurrence, encore une fois, de manière très simple, en l'occurrence, que ceux qui prennent des risques les assument.
Les grandes banques prennent des risques qui sont assumés par les contribuables. Et ça, ce n'est pas du libéralisme. C'était la même chose en Suisse avec l'UBS plusieurs fois. Hein. Oui, c'est une des grandes banques mondiales. Il y en a une trentaine, ça fait partie. Donc voilà, ça, ce n'est pas du libéralisme. Les gens qui sont, ce n'est pas mon cas, mais les gens qui sont partisans convaincus du libéralisme vont dire non, il ne fallait pas renflouer l'UBS, il fallait la laisser chuter. Voilà, on peut être pour ou contre, mais je veux dire, c'est la logique du libéralisme. Il n'y a aucune raison de soutenir une entreprise. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui sont too big to fail. Des banques, bien sûr. En France, tu as le secteur du nucléaire, too big to fail, EDF, qui engloutit des milliards à fond perdu, mais c'est too big to fail. Donc, personne ne discute cela. À gauche et à droite, ils sont d'accord. Voilà, donc ça, c'est un autre scandale. Oui, bien sûr. Du coup, tu parlais de démagogue tout à l'heure, tu as parlé de Bolsonaro et autres. Il y en a un grand qui quitte le pouvoir, je dis un grand démagogue, qui quitte le pouvoir demain, je crois. On est le combien aujourd'hui? Oui, demain. Dernier jour, mais qui est finalement aussi la résultante de quelque chose. Il y a une cause à ça, et pour toi, tu la trouves dans le néolibéralisme aussi? Oui, certainement, parce que les classes moyennes ont perdu, se sont appauvris, ont perdu en partie leur emploi. Dernière décennie, Voilà, donc il faut réfléchir au libre-échange, encore une fois. Donc ces personnes-là se sont dit, qu'est-ce qu'on fait? D'ailleurs, il était un peu élu sur une certaine idée de protectionnisme, oui, c'est ça, Trump. C'est ça. Alors ils se disent, voilà, on a voté, peut-être ces gens-là avaient voté démocrate, je ne sais pas. Peut-être. Et puis ils se disent, pourquoi continuer, puisqu'on est au chômage maintenant? Donc c'est la porte ouverte à tous les démagogues et à tous les dangers qu'on peut imaginer. Encore une fois, je reviens à Hitler. Il y avait beaucoup de jeunes qui étaient sans emploi, qui cherchaient une solution. Et le premier qui vient et qui dit, voilà, je vais vous proposer la nourriture, sortir de cette situation, un logement, et puis vous fermez les yeux sur le reste, on lui ferme les yeux, ils ont de quoi manger. Et ça, c'est dangereux. Donc tu penses que on pourrait avoir une répétition de l'histoire avec... alors Trump, il était très égocentré surtout, il n'avait pas de vision ni de projet sociétal, contrairement à d'autres dictateurs connus. Ah oui, encore une fois, la situation actuelle peut déboucher sur le meilleur comme sur le pire, mais quand on a vu ces images du Capitole, on se dit, bon, voilà, on a affaire à des individus armés, fanatisés. C'était inquiétant. Enfin, moi, ça m'inquiète pas trop, parce qu'en fait, je trouve que c'est juste un symbole qui a été attaqué, mais le symbole fictif. En fait, il n'y a pas de démocratie réelle. Non, mais c'est vrai, il n'y en a pas. Aux États-Unis. Et puis, par contre, tous les jours, on voit la violence de leurs actions dans le monde entier. Au niveau de la guerre, partout. Ça, pour moi, effectivement, c'est beaucoup plus grave que de te rappeler tu as raison, si fanatique. Ce n'est que ça aurait pu prendre une forme aiguë, on va dire. Là, curieusement, ils étaient mal organisés au Capitole. Parce qu'ils avaient été bien organisés, ils auraient pris en otage tous les sénateurs et le vice-président. Et puis, ils étaient armés, ils auraient pu tenir longtemps, générer le chaos, essayer de prendre le pouvoir dans certaines régions, dans certains États. Bon, ils n'ont pas été suffisamment organisés, tant mieux. Mais disons que le néolibéralisme aurait pris une forme particulière. Là, il y a deux formes qui s'affrontent au sein du néolibéralisme. Il y a la forme, on va dire, plus ouverte, qui prône les accords de libre-échange, etc. Puis une forme plus radicale qui a tendance à rejeter certains de ces accords, qui se referme sur elle-même, qui est très nationaliste, raciste dans une certaine manière, dans une certaine mesure, etc. Donc il y a des différences entre ces deux pôles. C'est un peu démocrate versus républicain, quoi. Oui, un peu. Bon, c'est vrai que sur d'autres thèmes, ils sont très proches. Tu fais allusion aux guerres, bien sûr. Oui, bien sûr. Ils ont mené les uns comme les autres. Oui. Dans ton livre, tu critiques pas passablement les politiques en disant qu'aussi, si on arrive à ce résultat-là, c'est parce qu'il y a une certaine langue de bois. Hein. Ils récitent un peu leur formule. Et comment, oui. Eh bien, là aussi, je pense que Trump, il a su comprendre ça et du coup... sortir de cette langue de bois. Alors pour dire absolument n'importe quoi, à mon sens, c'est prétendre que effectivement lui n'avait pas la langue de bois, mais néanmoins je pense que ça a aussi un impact. C'est quoi pour toi ne pas avoir la langue de bois, mais dans le bon sens? Dans le bon sens, c'est pas aborder de véritables thèmes, le faire sérieusement, être capable de penser de manière complexe, mais parler de manière simple. Trump s'exprimait de manière absurde, de manière chaotique. Mais simple quand même. Comment? Mais simple quand même. Oui, bien sûr, mais c'est pour ça que les gens comprenaient, d'ailleurs, parce que les autres ne comprennent pas. Souvent,
Parce que le langage qu'on apprend effectivement en économie est vraiment abscon. Le commun des mortels est perdu. Si tu mets une radio ou une télévision, tu écoutes une interview d'un économiste, à quelques exceptions près, j'imagine que les gens veulent voir un match de foot ou faire autre chose après 2 minutes. Parce que le langage est tout de même assez particulier. Ouais. Mais on est tous concernés, donc il faut tout de même, la moindre des choses, c'est que les économistes en question fassent l'effort d'être compréhensibles. Ouais. On peut. Mais donc, simplement, on ne l'apprend pas à l'école, on ne l'apprend pas sur les bancs de l'université, mais c'est à eux d'y réfléchir pour qu'ils soient, pour que leur message passe et que les gens puissent comprendre ce qu'ils disent et dire s'ils sont d'accord ou pas. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Alors, si on regarde les États-Unis, donc demain, il y aura un nouveau président, alors complètement néolibéral, pour le coup, qui a installé dans son cabinet que des gens qui sont issus des banques, des grands conglomérats pétroliers et autres. Oui, c'est l'approche standard. Donc, est-ce qu'on ne retourne pas finalement à l'avant-Trump pour recréer un Trump version pire, voire Ah oui, donc ça peut arriver. C'est-à-dire que si les démocrates ne tirent pas les leçons de ce qui s'est passé, on aura dans 4 ans un Trump ou un de ses fils ou quelqu'un sur la même ligne. Je crois qu'ils ne peuvent pas tirer ces leçons-là parce qu'ils sont élus par des donations des gens qui ne veulent pas changer ça. Oui, certainement. Et donc, dans quelle mesure... Je crois que la question clé aux États-Unis, ça sera de savoir si sous-emploi diminue, si la pauvreté diminue ou pas. Si elle ne diminue pas, la porte reste ouverte au Trump et consorts. Ouais, clairement. Et du coup, on peut toucher la liberté d'expression, la liberté aussi de la presse. Il y a beaucoup de sujets qui vont dans le sens de la crise de la liberté de parole aussi. J'ai l'impression ces derniers temps. Pourtant, aux États-Unis, c'est un sacro-saint. En France, c'est très bizarre, ça existe peu. En Suisse, ça commence à être remis un petit peu aux questions. Quand on dit quelque chose qui déplaît, c'est pas si simple, il faut le gérer. On a vu que le président des États-Unis, pour revenir à lui, était sorti des plateformes, des réseaux sociaux comme Facebook et Twitter surtout. Et que du coup, il a perdu complètement son écho. Est-ce que pour toi, des sociétés privées qui décident de couper la parole à des gens... peu importe d'ailleurs qui ils sont, mais là en l'occurrence un président des États-Unis, ça fait sens, c'est une dérive. Non, c'est sûr. Bon, je ne vais pas plaindre Trump, mais c'est vrai que ça pose une question. Bon, d'abord, il y a une forme de lâcheté à faire cela, parce que Trump, ça va faire 4 ans qu'il est au pouvoir, et ses propos sont restés... la teneur des propos est restée plus ou moins la même, donc c'est facile de l'exclure 10 jours avant qu'il quitte le pouvoir. Bien sûr, il y a eu le Capitole entre-temps, mais tout de même. Donc, ils auraient pu le faire avant. Mais c'est vrai que des sociétés privées aient ce contrôle, ça pose problème. Donc, je pense qu'il faudrait qu'il y ait d'autres sociétés. Parce que là, on a affaire à un monopole. Là aussi, ils se drapent dans les habits du libéralisme. Il n'y a pas de concurrence. Il n'y a pas vraiment de concurrence. Il faudrait qu'il y ait d'autres sociétés. Puis, il faut qu'il y ait un débat politique. C'est le politique qui doit décider. Il n'y a pas de liberté d'expression sans responsabilité. De manière générale, il n'y a pas de liberté sans responsabilité. Donc, on ne peut pas dire n'importe quoi. Donc, des associations auraient dû porter plainte contre cet individu, propos racistes, déplacés, etc. Donc, effectivement, ça devrait être au niveau de la société, au niveau du politique, que ce type de décision devrait être prise. Voire de la justice, si tout d'un coup, il y avait des dérives, des appels à la haine. Et ça a été le cas ? Ouais. Mais c'est difficile parce que ça semble politique et la justice commence à être de plus en plus... Enfin, normalement, c'est des pouvoirs séparés, mais on a l'impression que... Voilà. Par exemple, Trump, là, il s'amuse à pardonner les gens. Ah oui, c'est facile. Oui. Donc, la justice américaine, finalement, c'est un homme qui décide à la fin s'il pardonne ou il pardonne. Grâce présidentielle. Exactement. Il veut se gracier lui-même. Il aura peut-être du mal à se gracier lui-même. Mais ça va être un peu plus compliqué. Moi, j'espère que d'ici à demain, il gracie Julian Assange encore. Petit espoir, ténu. Je ne pense pas que ce soit sa priorité. Sa préoccupation, malheureusement. Déjà fait, mais on va creuser. On assiste à une forme de corruption complètement, au plus haut niveau de l'État. Il y a par contre quelque chose qui m'a interpellé en bien, pour le coup, ces quelques derniers jours, c'est les polices de WhatsApp qui ont dit en gros qu'elles allaient partager les informations, pas en Suisse, mais de certains comptes avec Facebook, puisque c'est la même entreprise. Et là, je vois pour la première fois une réaction de l'utilisateur
qui est parti en masse pour des alternatives comme Signal ou j'ai Telegram. vu ça. Et je crois en 72 heures, Telegram, 25 millions d'utilisateurs, peut-être même 50 millions pour Signal. En quelques jours, en une semaine, qui pourrait montrer quand même qu'il y a des limites à pas dépasser. Peut-être. Je ne sais pas si c'est un buzz ou quelque chose comme ça, si ça va réellement changer la chose. Mais je pense que les limites ont déjà été dépassées, malheureusement. Mais enfin, on va voir, effectivement, à l'avenir. C'est bien que le consommateur ne soit pas que cela, qu'il soit un citoyen et qu'il réfléchisse. En économie, l'individu citoyen n'existe pas. Il est représenté par le consommateur, le contribuable. Donc, je pense que c'est le citoyen qui doit être remis au centre. Au centre de l'échiquier. Tout à fait. Et ça fait partie, tu parlais des solutions tout à l'heure. Je crois que la clé, c'est cela, c'est que le citoyen soit au centre de l'économie, que l'économie soit là pour le bien-être du citoyen. Aujourd'hui, ce débat entre plus d'État, moins d'État, plus de systèmes, plus de marchés, moins d'État, ou l'inverse, les marchés sont truqués, ce qu'il faut savoir, ils sont manipulés, marchés financiers à grande échelle. Et une partie des politiciens, on le voit au niveau mondial, les Trump et compagnie, par exemple, on a affaire à des gens corrompus. Donc, par rapport à cela, ce qu'il faut, c'est remettre le citoyen. Remettre le citoyen, il doit se remettre lui-même. C'est-à-dire qu'il doit prendre l'initiative de pousser certains points. On peut le faire en Suisse. Il faut être dans cette direction, on a vu. Il faut regarder avec quelle structure. En Suisse, c'est la BNS qui est un petit peu, même ces derniers temps, au cœur des débats, puisque l'économie a besoin, l'économie réelle, je dis les petites entreprises, etc., de soutien. Et puis il y a cette BNS qui chaque année génère des milliards sur les taux de change, etc., mais de par ses statuts, ne reverse que, je ne sais plus, 1 milliard à la Confédération, ou très peu. Jouer très peu par rapport à ce qu'elle pourrait. Voilà. Puis là, genre, depuis en 2020, elle a gagné encore, je ne sais pas combien, de milliards et de milliards. Et puis... c'est le débat. Est-ce qu'il faut qu'elle reverse plus ? Bien sûr. À quoi sert la BNS, finalement ? On peut se demander. Mais puis apparemment, les politiciens disent oui, mais la BNS doit être absolument indépendante. Indépendante de quoi ? Pourquoi ? Bon, d'abord, les réserves sont là pour être utilisées en cas de crise. Et c'est une crise aujourd'hui. Donc, il faut les utiliser pour aider tous ceux qui en ont besoin, sans augmenter le niveau de dette. Donc, je parlais de la microtaxe tout à l'heure comme solution possible. Les réserves de la BNS, ou une partie des réserves, certainement, c'est maintenant qu'il faut les utiliser. Et puis, indépendante de quoi exactement ? Ça, c'est le refrain qui nous est proposé régulièrement lorsqu'on parle des activités, des investissements de la BNS par rapport au réchauffement climatique. La BNS a investi dans le fracking, le gaz de schiste aux États-Unis. Au nom de quoi ? Pourquoi la BNS a investi autant dans le secteur des armements aux États-Unis ? Dans le secteur pétrolier ? Les accords de Paris qui ont été signés et ratifiés par la Suisse, qui prévoient que les flux financiers doivent s'adapter à une augmentation maximum de plus de 2 degrés à la fin du siècle. La BNS gère des flux financiers, autant que je sache. Mais il faut qu'elle adapte son portefeuille et ses investissements. Elle n'est pas au-dessus des lois. Parce que moi, je peux dire aussi, je suis indépendant. Non, mais il y a des lois. Donc, et si son mandat, ça ne correspond pas au mandat, ça prouve qu'il faut changer de mandat. Donc, bien sûr, ça pose des questions pour la BNS, tout cela. Auxquelles elle n'arrive pas vraiment à répondre. Non. Il y avait... la Suisse, elle n'existe pas toute seule non plus. Elle est dans l'Europe géographiquement, mais elle l'est pas politiquement, et à mon avis, heureusement. Il y a la BCE là-dedans, il y a le taux plancher, ce genre de choses. Est-ce que tu trouves que la politique économique suisse, dans le cadre du monde, elle tient la route ? La Suisse est dans une situation particulière, avec une devise, un pays de taille relativement modeste. Très 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 fort aussi. Voilà, donc la BNS essaye de limiter l'augmentation du franc, ce qui est assez compliqué à certains moments. Je pense qu'il est utile que la Suisse reste en dehors de l'Union européenne, parce qu'on a encore une fois, un peu plus de possibilités en termes de démocratie. Maintenant, je pense qu'il faudrait réfléchir à la politique monétaire, à la politique du pays, aux initiatives à prendre dans le domaine financier. Encore une fois, il y a plusieurs alternatives. Il faudrait qu'elles soient discutées de manière sérieuse. Et la microtaxe en est une. À travers des politiciens, à travers des initiatives, à travers quoi ? Initiative, là, on l'a lancée. Des politiciens. On a besoin de politiciens courageux aussi, qui comprennent qu'ils ont été élus avant tout par
par des citoyens et qu'ils oublient un peu le pouvoir des lobbies. Parce que ça, c'est inquiétant que des lobbies, des groupes de pression aient autant de pouvoir. Oui. Les prospects, solutions, c'est un peu le dernier chapitre de ton livre. Tu peux d'ailleurs peut-être parler un petit peu de ce livre, la crise permanente, dont je crois que c'est la 3e version. C'est juste, oui. Qu'est-ce qui t'a poussé à rédiger cet écrit-là? Bon, à l'époque, réfléchir à ce qui s'est passé en 2008, la crise de 2008, tirer les leçons. C'est ce que je me suis dit par rapport à mes cours. Je ne vais pas mentir aux étudiants. Je ne vais pas continuer à enseigner des concepts qui sont dépassés, qui sont faux. Ils ne sont pas tous faux, mais certains sont carrément faux. Et puis, je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé en Europe il y a un siècle avant? Si j'ai réfléchi à cela, à la Première Guerre mondiale. Ouais, tu fais beaucoup de parallèles avec la guerre. L'histoire nous apporte beaucoup. Comprendre d'où ça vient, tout ça. Quand on étudie l'économie, les cours d'histoire sont optionnels. C'est tout de même assez surprenant. Ils devraient être obligatoires. C'est intéressant de savoir ce qui s'est passé dans les années 30, avant la Première Guerre mondiale, etc. Donc, sinon, on oublie. On est fier d'oublier pour se concentrer sur ce qui vient de sortir. Mais il faut tout de même réfléchir de manière différente. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en 1914? On avait affaire à un continent développé, avec ses entreprises, ses universités, ses banques, son système sanitaire, un système qui apparemment fonctionnait bien. Personne ne voulait de guerre, a priori, ni en France ni en Allemagne. Enfin, la grande majorité n'y croyait pas, en tout cas. Et puis, ça a éclaté. L'été 14, et puis il y a eu des millions de morts. Et donc, la société était à son apogée, mais en même temps au bord du précipice. C'est ce que je me suis dit aujourd'hui. Certains pensent qu'on est à l'apogée, mais on peut être aussi au bord du précipice. Ça ne veut pas dire que ça sera le même précipice qu'en 1914, mais il faut tout de même réfléchir. Donc voilà, c'est ce qui m'a amené à réfléchir. Et j'ai fait allusion à un certain nombre de romans qui aident à comprendre aussi, au-delà des livres d'histoire, la psychologie des Allemands, des Français à l'époque. À l'Ouest, rien de nouveau. Les Thibauts, très intéressant de voir comment les familles étaient partagées, avaient des points de vue différents sur le thème de la guerre. Donc, essayons de réfléchir. Et puis après ça, je l'ai mis à jour de manière régulière. Là, c'est effectivement la 3e édition, mise à jour à la suite de l'apparition de la Covid. Ce qui, tout de même, il faut mener une réflexion sur ce qui se passe. Voilà. Donc, voilà. Donc, écrire des livres pour un grand public, parce qu'on est, on est rémunéré pour cela aussi. Je me suis rémunéré par le contribuable, non pas par les banques. Et sur cette base, encore une fois, l'idée est de comprendre la situation, d'essayer de... Les problèmes sont évidents, d'essayer de réfléchir à des solutions, et puis de s'adresser à tout le monde. Donc, encore une fois, réfléchir de manière complexe, mais parler ou écrire de manière simple, essayer en tout cas, et puis générer des débats. Donc voilà, c'est l'objectif du livre, que j'utilise aussi pour certains des cours au niveau de la licence. Bon, il a été traduit en différentes langues, donc si je suis invité ici ou là, j'y vais. Bon, le Covid a ralenti tout cela, mais... fait avec plaisir, c'est important de discuter, d'écouter d'autres opinions et d'essayer d'avancer. Oui. Tu décris le cas grec que j'avais beaucoup suivi à l'époque. J'avais un petit peu d'espoir avec le nouveau gouvernement de Tsipras. Et puis finalement, non, ils ont plié sous le poids notamment de la Troïka. C'est ça. Et puis ils sont réalignés dans une politique standard néolibérale. C'est ça. Ils rembourseront. Ils seront incapables de rembourser les dettes, les choses soient claires. Je crois qu'ils l'ont compris, ça. Oui. Mais du coup, ils sacrifient une ou deux générations. Oui, par ailleurs, il y a des plans d'austérité énormes. Au nom de quoi? Au nom des marchés financiers. Satisfaire la démocratie, en tout cas. Pas la démocratie, exactement. Ils avaient voté non. Mais satisfaire les marchés financiers est vain. Ça, c'est un thème du livre. Parce qu'ils seront par définition jamais satisfaits, ils en voudront toujours plus. Donc, il y a un moment où il faut dire stop. Parce que ce qui compte n'est pas de satisfaire les marchés financiers, ce qui compte, c'est le genre humain. Voilà, donc il y a un choix à faire à un moment donné. Ouais, tu parles de réguler la finance beaucoup. Est-ce que tu peux donner quelques leviers de ça? On comprend bien que séparer les banques d'affaires et les banques d'investissement, si j'ai bien compris. Non, c'est la même chose. Oui, séparer les banques d'affaires des banques de dépôt. Voilà, des dépôts, exactement. Voilà, donc les rendre plus petites, c'est ça? Voilà, c'est ça. Rendre plus petites, l'avantage, c'est qu'elles peuvent tomber en faillite comme n'importe quelle entreprise. Voilà. Pourquoi auraient-elles des avantages? Les grandes banques, je veux dire. Et puis, bon, ça a fonctionné, ce n'est pas une utopie, ce qu'a introduit Roosevelt. Ça s'appelait le Glass-Steagall Act. Ça a fonctionné entre 1933 et 1999, aboli par Bill Clinton. Les groupes de pression financiers étaient très contents aux États-Unis à l'époque.
c'était un tort, démocrate. Donc, effectivement, démocrate ou républicain. À ce niveau-là, c'était le même type de politique, c'est le même type de politique. Et donc, les solutions sont nombreuses, oui, c'est ça. En finir avec les too big to fail, interdire les produits financiers toxiques. Il y en a beaucoup qui circulent. C'est toxique, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que les gens achètent un produit qu'ils ne comprennent pas vraiment parce que c'est trop complexe. C'est fait de manière artificielle pour perdre le client. On voit la publicité régulièrement dans les journaux. Comme ces produits dérivés, par exemple Certains, ça s'appelle les produits structurés. Oula. Voilà, donc c'est à base de produits dérivés. Donc déjà, tu dis oula. Effectivement, les gens sont perdus. Alors, tu vois une page dans un journal de publicité, on ne comprend pas, on ne sait pas ce que c'est, mais tout de même, tu vois un retour sur investissement. Voilà, 8%, tu dis, ça on comprend. Tu dis, parce que si j'achète une obligation de la Confédération, je vais avoir un rendement négatif, donc je vais être sûr de perdre un peu d'argent chaque année. Et là, on propose des 8%. Puis c'est comme pour les médicaments, il faut toujours lire la notice, c'est écrit en petit, il faut prendre les lunettes. Et puis là, tu vois les effets secondaires pour les médicaments. Et là, tu vois que, OK, tu obtiens 8%, mais tu peux perdre. Je donne un exemple. C'est un panier de 3 actions souvent. Tu prends 3 actions. Tu dis, voilà, ça dure un an. Tu investis 100 000 francs au 1er janvier. Tu récupères le 8% à la fin de l'année, de toute manière, donc 8 000 francs. Mais tu ne récupères ton capital initial, les 100 000 francs. Tu ne le récupères à la fin de l'année que si les 3 actions ont monté ou sont restées stables. Si le cours d'une des 3 actions commence à chuter et atteint un certain niveau, au lieu de récupérer 100 000 francs à la fin de l'année, tu vas récupérer 95, 90 ou 85 000. Et en moyenne, tu y perds, parce qu'en moyenne, qui est-ce qui gagne? C'est celui qui paye pour la publicité dans les journaux, que les choses soient bien, que les choses soient claires. Donc en moyenne, ça ne veut pas dire que certains clients, ça ne veut pas dire qu'ils y perdent tout le temps, les clients, mais en moyenne, ils y perdent. Et en particulier avec la Covid, puisque ceux qui avaient acheté avant mars 2020, qu'est-ce qui s'est passé? Sur ces paniers d'actions, il y a eu des chutes en avril brutales. Donc le produit même disparaît ou bien génère un rendement finalement vraiment négatif. Donc tout simplement interdire les produits toxiques que les gens ne comprennent pas et se centrer sur des prêts à l'économie. Mais qui définirait qu'ils sont toxiques ou non? Ça existe pour le secteur pharmaceutique, ce n'est pas parfait, il y a des problèmes, mais il y a Swissmedic par exemple. Qui définit, qui donne l'autorisation, on le voit là, en discussion par rapport au vaccin, qui donne l'autorisation ou pas à certains médicaments. Donc il faudrait qu'il y ait un Swiss Finance qui dise, voilà, OK, vous avez un projet, telle banque, telle grande banque, présentez-nous ce projet, mais pas sur 1000 pages. Vous nous donnez 10 ou 20 pages, on l'étudie, on vous dit oui ou non. Une autorité comme ça. Voilà pourquoi, encore une fois, c'est le cas dans la plupart des secteurs industriels. Je donnais l'exemple de la pharmacie, c'est le cas pour les voitures aussi. Il y a des normes à respecter. Là, il n'y en a pas vraiment en finance. Donc, à la limite, les normes minimales que la FINMAR vérifie, puis c'est tout. Le reste, à part ça, tout est possible. Pour les voitures, il y a des normes pollution, par exemple. Après, qu'elles soient respectées ou non, c'est encore autre chose. Mais si déjà il y a des normes à la base, c'est déjà un bon truc. Donc la démocratie directe, c'est aussi quelque chose que tu appelles de tes voeux, c'est-à-dire plus de pouvoir sur le peuple, le nombre. C'est ça que le citoyen soit, c'est ça, au centre du jeu. L'objectif de l'économie devrait être de générer une vie agréable, correcte en tout cas, pour le commun des mortels. Tu sais ce qu'on dit en médecine, l'opération a fonctionné mais le malade est mort. Donc voilà, certains nous disent, certains politiciens au niveau mondial, oui, c'est bon pour vous, là, vous souffrez, mais c'est bon pour vous. Non, mais si on souffre, c'est probablement qu'il y a un problème tout de même. C'est ce qui a été dit aux Grecs. Donc ça veut dire probablement, et même certainement, abolir une partie de la dette, etc. Donc réfléchir à tout cela. Ce sont des vraies questions. Est-ce qu'on doit toujours rembourser les dettes d'ailleurs? Les banques qui avaient prêté à Hitler, par exemple, pour donner un exemple, ou qui avaient prêté à Pinochet, lorsqu'elles réclamaient le remboursement des dettes après la Seconde Guerre mondiale, par exemple, est-ce que le contribuable allemand devait rembourser? C'est une question morale. Je veux dire, une banque qui prête à un régime dictatorial, ou un régime nazi à l'époque, est-ce qu'elle devrait, à coup sûr, récupérer ses fonds? Je ne sais pas pourquoi. Non, effectivement, c'est une discussion morale là. Voilà, c'est ça. Qu'on n'a pas. Il faudrait l'avoir. Ouais, Encore une fois, Pinochet aussi a pu emprunter à l'époque. Il y a des fois des discussions par rapport à la dette dans les pays du tiers-monde. Oui. Tu sais, on dit, de toute façon, on les pille complètement, on installe des dictateurs, puis après on dit, ouais, vous n'allez pas bien, on va vous prêter de l'argent, et puis évidemment, ils ne peuvent pas, etc. Puis cet argent va dans les poches de ces dictateurs le plus souvent. Donc,
il y a bien des choses à faire, ça c'est clair. C'est déjà pas mal quelques pistes que tu mets là-dedans. Je recommande ce livre évidemment. Merci beaucoup. Comment tu te renseignes? Dernière question, ou avant-dernière question. Comment tu te renseignes, où tu vas chercher l'information qui forge ta pensée morale et intellectuelle? Je lis. Je lis, Qu'est-ce que tu lis? pas mal. Des journaux dans différentes langues. Ouais. Ça Tu parles 3 langues, hein? Allemand, non, Oui, mais peut-être je vais chercher des journaux ailleurs aussi en espagnol. Et c'est toujours intéressant. Et puis des livres. Et pas seulement des livres techniques, des romans, des livres d'histoire. Ça apporte beaucoup. Et puis, bon, c'est bien d'interagir avec d'autres qui ont des opinions différentes, écouter, réfléchir, discuter. Ça, j'aime bien le faire, oui, c'est ça. Donc, beaucoup de canaux possibles. Ouais. Et puis, dernière question, qu'est-ce qui t'inspire à faire tout ce que tu fais? Tu l'as un petit peu dit tout à l'heure, finalement, tu te sens un devoir peu comme ça, mais voilà, l'énergie qui te pousse à faire tout ça, elle vient d'où? Bon, c'est une responsabilité, je pense. Une responsabilité par rapport aux générations antérieures comme à venir, ou dans la même famille. On se dit, bon, on a la chance de vivre. Aussi, hein. Oui, c'est ça. On se dit, bon, et de manière générale, pour l'avenir, quel monde est-ce qu'on laisse aux futures générations? Qu'est-ce que ça veut dire? Le réchauffement climatique, la pollution. Au moins pouvoir dire aux plus jeunes, bon, j'ai essayé de faire quelque chose à mon niveau. Ça ne sera peut-être malheureusement pas le cas de tout le monde. Il faut que chacun se pose cette question. Qu'est-ce qu'il laisse aux générations à venir, à ses enfants éventuellement? Est-ce que c'est juste leur dire, voilà, j'ai gagné beaucoup d'argent, je ne me suis pas trop posé de questions sur ce que je faisais? Je ne pense pas que moralement ça soit tenable. Aujourd'hui, les enjeux sont ailleurs. Bien sûr qu'il faut avoir un minimum pour faire fonctionner une famille, mais on ne gagne pas de l'argent à tout prix. Il y a la question des valeurs qui est au centre. Donc voilà, essayer de réfléchir. Tant qu'on a l'énergie, la capacité de penser, il faut utiliser ses armes. Voilà. C'était un privilège, et c'était aussi un privilège que de t'avoir aujourd'hui. Merci beaucoup Marc Chenet pour ton expertise et toute l'énergie que tu mets à essayer de changer l'état de crise permanente dans laquelle on est, en espérant que l'issue ne sera pas trop dramatique. J'ai des doutes vis-à-vis de ça, mais bon, on va faire du mieux qu'on peut. Merci beaucoup. Merci pour cette invitation. À bientôt. Au revoir. Bientôt. Salut.